je disais, je vais parler de l'organismique comme si vous ne connaissez rien ni de l'organismique ni de la psychothérapie corporelle. Donc, pour quelqu'un de vous, ce sera des choses déjà connues, mais pour la plupart, non. Donc, pourquoi la psychothérapie organismique? En premier, la psychothérapie organismique, c'est une psychothérapie corporelle. Et pourquoi corporelle? Parce que Reich, un élève de Freud, a découvert qu'il y a un lien fonctionnel entre le corps et la psyché. Et donc, il a découvert, par exemple, que si on a une émotion qu'on n'arrive pas à gérer, on peut la cacher dans l'inconscient. Mais si on fait ça, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps se crispe quelque part. En fait, c'est les muscles qui se crispent pour garder dans l'inconscient cette émotion qui n'est pas acceptée. Et ça fait que tous ces crispements qui se chronicisent vont créer une structure globale qui sera notre structure corporelle. Et c'est ce que Reich a appelé la cuirasse caractérielle musculaire. C'est-à-dire que, selon Reich, tous ces crispements ensemble qui s'accumulent pendant la vie, ils vont créer une structure corporelle qui est visible parce que ça fait notre posture habituelle, qui représente en fait, sur le plan de vue physique, notre personnalité. Mais on va revenir sur ces questions de la cuirasse après. Je voudrais avant vous dire pourquoi ça s'appelle organismique. Donc, la psychothérapie organismique s'appelle comme ça parce que se base sur les théories d'un neurologue allemand qui s'appelait Goldstein. Je vais faire entrer quelqu'un. Qui était le premier qui a parlé de l'holisme. En fait, c'est le premier qui a commencé à voir l'organisme comme une unité, donc pas quelque chose qui soit séparé le corps et l'esprit. Et c'est à partir de ça, il dit, on ne peut pas comprendre les phénomènes qui se passent dans une personne si on le voit seulement avec les yeux de la science, qui pour fonctionner doit séparer les appareils. La science pour fonctionner doit se concentrer, focaliser sur un seul appareil à la fois pour pouvoir comprendre comment ça marche, mais ça perd la vision d'ensemble. Et lui, il dit, si on perd cette vision d'ensemble, on ne comprend pas en réalité ce qui se passe dans la personne. Donc, ça, c'est la base de l'organismique. La capacité de voir une personne dans l'ensemble, qui ne soit pas seulement la psyché, mais soit le corps aussi. Donc, le mental, les émotions, le corps, c'est des parties qu'on voit séparément parce qu'il y a des moments où il y a une des parties qui prévalent, qui prend l'espace. Par exemple, si je vais faire du jogging, je suis tout concentré sur mon corps. Donc, ma partie émotionnelle, ma partie psychique est mise en deuxième plan. Si je parle dans un webinaire, c'est surtout ma partie mentale qui est à l'avant. Et ma partie corporelle, je ne fais pas très attention à mon souffle, à ma position de mes jambes, etc., parce qu'elle est en deuxième plan. Et donc, ça parle de ce que Goldstein, et aussi après la théorie gestaltiste qui vient de Goldstein, appelle la dimension figure-fond. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a une partie qui est la figure et il y a un fond sur lequel la figure est projetée. Et donc, ici, il y a un concept très important de Goldstein qui parle de l'égalisation. Goldstein dit, si ce fond n'est pas blanc, l'image qui est projetée sur ce fond, elle va se confondre avec ce qu'il y a sous le fond. Mettons par exemple que je me suis brûlé le bras. Et donc, mon bras, il n'est pas égalisé, parce qu'il est brûlé, ça fait mal. Même après que je me suis soigné, ça me reste
une mémoire de cette brûlure. Et donc, c'est-à-dire que le fond n'est pas blanc. Donc, si quelqu'un me touche sous le bras où je me suis brûlé, c'est-à-dire qu'une figure se forme sous le fond, eh bien, cette figure-là, je ne la vois pas très bien, parce que ma réaction, c'est d'enlever le bras parce que j'ai peur. Parce que, en fait, ce fond-là est resté marqué par une image, qui représente un isolement. Donc, disons que tous nos traumas, toutes nos expériences qui nous ont touchés en quelque sorte, ben, ces expériences-là vont former des sortes de cystes dans notre fond. Donc, notre organisme, en fait, il est pas, quand on est en fond blanc, mais petit à petit, avec le temps, ce fond-là va se remplir de taches. Et donc, tout ce qu'on est projeté, tout ce qu'on projette sous les taches, évidemment, il ne va pas être vu très bien parce qu'il y a ces parties isolées qui vont contaminer la perception de tout ça. On va voir si j'ai tout dit. Ah oui, donc, qu'est-ce qui se passe? Du moment que cette figure arrive, cette stimulus arrive, moi, je peux répondre si j'arrive à ne pas trop le confondre avec le fond. Et si je réponds comme ça, j'ai une réponse qui est adaptée. Si quelqu'un, par exemple, me dit « je t'aime », eh bien, ça dépend comment est mon fond. Je peux réagir avec un fond blanc, je reçois ce message de l'autre, je peux sentir quel effet ça me fait du bien, je peux dire ça me fait du bien ou je t'aime aussi. Si ça ne me fait pas du bien ou je ne ressens pas ça, je peux dire désolé, je ne t'aime pas. Mais si j'ai des expériences passées qui ont à faire avec ce thème-là et quelqu'un me dit je t'aime, peut-être que je ne serai pas capable de sentir quel effet ça me fait cette mot-là parce que je suis fortement influencé par tout le reste. Ça veut dire que ma réponse ne sera pas adaptée. Parce que, évidemment, il y a d'autres enjeux dedans. Et alors, mon sentiment, quand ma réponse est adaptée, c'est un sentiment d'être adéquat. Quand ma réponse n'est pas adaptée, je ne me sens pas tout à fait bien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ressens que la réponse n'est pas seulement la réponse à ce que la personne m'a communiqué, mais il y a d'autres choses dedans. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Je peux continuer. Oui, je vois des pouces comme ça. C'est très bien. Oui, je vais vous parler de l'isolement. Donc, ces parties-là qui se sont constituées comme des cystes, c'est des parties... En fait, j'ai une question. Oui. En fait, moi, j'ai une question. Vas-y. Tout ce qu'on fait, moi, je ne dis pas qu'elle laisse une tache. Moi, je dis que donne une couleur, nous donne de la couleur. Ce n'est pas des taches, c'est des couleurs. OK. Et moi, je ne le vois pas comme des cystes parce que ce n'est pas quelque chose du mauvais, ça peut être quelque chose du bien. C'est vrai. C'est pour ne pas être émotionnel sur l'amour, je vais prendre la bouffe, c'est presque à l'heure du dîner, donc je suis désolée pour ceux qui ont faim. Mais si j'ai jamais mangé quelque chose de ma vie, je vais même pas pouvoir savoir est-ce que j'aime ou j'aime pas. J'ai même pas un standard pour comprendre. Les enfants sont très doués pour ne pas savoir, ils veulent même pas toucher, juste parce qu'ils connaissent pas. Donc en fait, ça nous donne des couleurs. Donc moi, je le vois pas comme des cystes. Donc est-ce qu'il faut que j'apprenne une notion négative dans ce que tu dis? Parce que moi, je ne le sens pas comme négatif, comme des tâches, je le sens comme des couleurs. Est-ce que c'est important que je le vois comme des tâches et pas comme des couleurs? Ça peut être les deux. Okay. Évidemment, ça peut être quelque chose de positif si tu as une expérience positive. Mais dans ce cas-là, disons, le concept d'égalisation, ça veut dire que si une expérience, je reçois une expérience
Et cette expérience ne me traumatise pas. Par exemple, c'est positif. Ça me donne de la joie. Donc, ça ne me traumatise pas. Donc, j'ai la capacité de nettoyer le fond après que cette image ait été projetée. Non, je nettoie pas, je la garde en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est tous nos souvenirs, les bons et les mauvais, on les garde. Moi, je ne jette pas mes souvenirs positifs. Je ne répare pas à zéro après chaque Bien coup. sûr que tu ne les jettes pas. Bien sûr que tu ne les jettes pas. Ce que je veux dire, c'est ce qui crée un problème, c'est quand le fond est taché. Et détaché normalement par des événements traumatiques. Ok. Donc, en fait, tu te concentres sur la connotation des événements négatifs, pas Parce sur que, tous les événements oui, qui parce que nous touchent. non, non, pas tous les événements, parce que les événements qui te touchent en positif, ils ne sont pas des traumas et donc ils ne fixent pas une partie du fond, mais ils sont capables d'être égalisés. Égaliser, ça ne veut dire pas que tu l'oublies, oui, mais qu'ils ne vont pas te conditionner négativement. Ok. OK? Oui? OK, Oui, oui, ça va. ça va. Donc, parce que le point, c'est que toutes ces parties-là qui sont isolées sont liées, comme je disais aussi au début, à une crispation du corps. Donc, toutes ces parties isolées vont créer une structure corporelle qui devient la cuirasse corporelle. Donc, toute notre posture, la posture de chacun de nous représente toutes ces crispations qui se sont accumulées dans le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que quand une personne arrive à gérer cette posture, qui est aussi une posture psychique, il n'a pas une sensation de malaise. C'est une personne qui se sent bien, plus ou moins. Mais alors, quand une personne ne se sent pas bien, c'est-à-dire que ces crispations, ces tâches dans le fond, ils lui rendent la vie trop compliquée. Il n'arrive plus à gérer les relations, par exemple, parce qu'il est trop conditionné par ce qu'il y a dans le fond. Et en même temps, en parallèle, trop conditionné par ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que ces parties isolées, et là on arrive à Malcolm Brown, donc à la psychothérapie organismique, ces parties isolées, en fait, bloquent la circulation énergétique dans le corps. Ils bloquent la circulation entre les organes, ils bloquent la circulation entre des parties du corps que je vais vous expliquer, Malcolm Brown a défini. Donc Malcolm Brown dit qu'il y a des régions du corps qui sont liées à des capacités humaines. En fait, quand il y a, comme je disais, quand il y a trop de ces blocages, quand il y a trop de ces parties isolées, il n'y a pas une bonne circulation de l'énergie dans le corps. Et il n'y a pas une bonne circulation entre ces 4 parties du corps. Je vais rapidement vous parler des 4 parties du corps. Donc, le logos, le guerrier, le hara et le eros. Donc, le logos, c'est la partie qui nous permet d'utiliser la pensée, de prendre des décisions, de faire des liens au niveau de la créativité. Ça permet de nous relationner avec le monde extérieur, avec notre capacité mentale. En même temps, devant la partie antérieure, donc la partie qui s'appelle Eros Agape, a la fonction de se relationner avec le monde extérieur, mais au niveau émotif. Donc, une relation d'empathie vers le monde extérieur. En même temps, ça s'appelle agapé parce que cette partie-là n'est pas seulement la capacité de se relationner avec le monde extérieur, mais aussi la capacité d'avoir des sensations spirituelles. Donc, c'est le monde extérieur, mais au niveau plus ample. Après, il y a le hara, qui est la capacité d'entrer en contact profond avec soi-même.
donc avec son antériorité. Et le guerrier s'appelle phallique spirituel parce que le guerrier, c'est la partie du corps et la partie de notre organisme qui nous permet d'agir et de mener à bien notre volonté. C'est la partie qui nous permet de s'affirmer, de réaliser ce que sont nos désirs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que quand il y a des parties isolées de notre organisme, il n'y a pas une bonne circulation entre ces parties-là. Je vais vous montrer une autre photo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que quand on est tout petit, ces centres énergétiques du corps, ils vont se développer grâce à la relation avec les parents, avec la mère, avec le père. Donc, si le parent a une bonne ouverture de ces centres-là, par exemple les centres intérieurs, eh bien, l'enfant va recevoir comment dire, une amplification, un développement de ces centres à lui. Si, le contraire, cette partie-là du parent ne sont pas tout à fait ouverts, dans cette image-là, vous voyez la deuxième image? Oui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Que le parent a un blocage au niveau diaphragmatique. Donc, il n'y a pas une bonne communication entre ces centres supérieurs et inférieurs. Et donc, se relationne avec l'enfant, surtout avec ses parties supérieures. Donc, les parties mentales, les parties plus liées à la volonté. Et ça fait que ça stimule l'enfant à développer surtout cette partie-là. Et donc, dans ce cas-là, dans le dessin, l'enfant développera surtout la partie mentale de la volonté et ne sera pas trop en contact avec son corps. Je continue. Ça, c'est encore un exemple de relation entre la mère et l'enfant adolescent. Et là encore, vous voyez, il y a une coupure au niveau du diaphragme qui se contamine en fait, parce que l'enfant va résonner avec ses centres, avec les centres du parent. Donc, si la mère, dans ce cas-là, elle a les centres supérieurs qui sont activés, eh bien, lui, il va activer surtout ces centres supérieurs. Ça, c'est encore... vous voyez l'image avec les deux parents? Oui. Voilà. Et donc là encore, c'est une situation où les parents ont un blocage au niveau diaphragmatique et l'enfant, il ne peut pas développer ces quatre centres de manière fluide. Donc, selon la structure de ce caractère, la psychothérapie organismique travaille avec le contact. Ça, c'est l'outil principal de cette méthode. Le contact, l'idée de l'organismique, c'est que le contact va aider à réactiver la circulation de cette énergie entre ces centres-là. On peut avoir un contact qu'on appelle catalytique ou un contact qu'on appelle nutritif. Le contact catalytique sert à agir sur les parties qui sont cuirassées, donc les muscles qui sont crispés. Parce que là, toute l'énergie est bloquée et ça ne permet pas de donner de l'énergie au reste des centres. Donc, par exemple, on peut faire de la pression sur les muscles qui sont crispés. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il peut arriver un mouvement de ces muscles-là. La personne va réagir à cette pression sur les muscles crispés avec un mouvement du corps. Et là, on va encourager le mouvement du corps. Si on encourage ce mouvement du corps, petit à petit, il y a l'énergie qui commence à bouger. Donc, cette cuirasse va un peu s'assouplir. Et ça permet de commencer à donner de l'énergie à d'autres parties du corps qui étaient un peu abandonnées. Par exemple, je vais vous montrer encore. Ça, c'est des images que j'ai prises depuis les livres de Brown. Voilà, ici, vous voyez Brown qui agit avec un contact catalytique sous la nuque de la personne allongée. Et ça fait de la pression. Et l'idée, c'est de créer une réaction dans la cuirasse. Ici, il y a une autre position, par exemple, où vous voyez les deux Brown, donc Malcolm et Catherine, qui
font un peu de pression sous le dos. Ça, c'est des contacts catalytiques. Ici, c'est une pression plus forte, comme vous voyez. Et là, il y a plusieurs positions. Ça, par exemple, alors vous voyez la personne qui est en sous-vêtements, parce qu'à l'époque, on travaillait comme ça. Aujourd'hui, les personnes restent habillées, mais les images de ce livre-là sont avec les personnes en sous-vêtements. Là, par exemple, vous voyez, il y a des tractions sur les deux bras. L'idée, c'est d'étirer les muscles du dos pour créer comment dire, un mouvement. Hein. Si on fait un étirement, on crée un mouvement dans le muscle et on s'attend à une réaction de ce muscle-là. Mais la plupart du temps, on ne fait pas... Voilà, ça c'est d'autres images. Je vais vous parler de ça après. Voilà. La plupart du temps, le contact qu'on utilise dans la psychothérapie organismique, c'est plutôt le contact nutritif, qui a une autre fonction. Donc, le contact nutritif n'agit pas sur les zones cuirassées, mais plutôt sur les zones qui étaient un peu abandonnées, qui sont un peu anesthétisées du corps, justement parce que l'énergie est surtout dans les zones cuirassées. Donc, si on travaille sur ces zones-là, l'idée, c'est d'appeler l'énergie à revenir dans ces zones qui sont un peu abandonnées. Et on appelle l'énergie parce qu'avec le contact, en fait, on aide la personne à reprendre un peu de perception du corps. Souvent, ces zones-là sont abandonnées et les personnes décrivent de ne pas sentir ces parties-là. Il y a des personnes qui décrivent de ne pas du tout sentir le corps ou que le corps il est utilisé comme un objet à faire fonctionner, mais c'est comme s'il n'est pas animé. Et donc, donner du contact dans ces zones qui ne sont pas animées aide la personne à réanimer cette partie-là. Et comment dire, et quand on fait ce genre de contact, on parle en même temps. Donc, il y a aussi la parole ou c'est... Normalement, non, parce que, Okay. en fait, donc, ça peut être les deux. Mais la question, c'est que quand on parle, on est dans le mental. Ah, Donc, ok. si on est dans le mental, on est tout concentré sur la partie psychique et donc Ok. on perd un peu le contact avec le corps. Mais il y a des situations, par exemple, où c'est bien aussi de parler en même temps. Il y a des personnes, par exemple, qui sont en difficulté avec le contact. Et donc, parler sert à rendre la relation plus facile. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus facile à gérer en contact s'il y a aussi les mots. Ok. Donc, ça dépend des situations, mais c'est clair que l'idéal, c'est permettre à la personne d'entrer bien en contact avec cette Parce personne. que je pensais aussi que la parole aussi, ça peut être nutritive, non? Bien sûr, bien sûr. Mais alors, dans l'organismique, il n'y a pas que du contact, il y a aussi le dialogue, évidemment. Mais disons que le dialogue sert surtout à orienter le travail qu'on fera au niveau corporel. Oui. Donc, OK. voilà. Donc, selon, voilà, ici, vous voyez, par exemple, il y a un contact avec les mains sur le ventre et il y a, je vais vous faire voir quelques images. Là, il y a un contact plus ample de surface. Vous voyez que les deux personnes sont carrément appuyées sur les deux côtés du patient. Il y a plusieurs types de contacts. Évidemment, tout n'est pas possible. Ici, vous voyez des situations où il y a deux thérapeutes, un homme et une femme, et il y a, par exemple, la femme, dans ce cas-là, c'est Catherine, qui donne un contact sur le dos du patient. Ça, c'est évidemment possible seulement dans certaines situations. Moi, par exemple, je ne pourrais pas donner un contact de ce genre-là à une personne en séance individuelle, parce que ça risque de donner des idées sur la sexualité ou du contact qui n'est pas adéquat. Donc, il y a des contacts qui sont possibles seulement dans certaines situations et dans d'autres situations pas. Là, par exemple, aussi, je vous montre quelques images de contact.
Ça, c'est la même qu'avant. Ça, c'est sur la partie postérieure. Et donc, l'idée, c'est essayer de comprendre quelles sont les parties en manque d'énergie et quelles sont les parties en excès d'énergie. Et on essaie de rééquilibrer tout ça à travers le contact. À propos de ça, évidemment, Brown a aussi identifié des structures caractérielles qui ne sont pas les structures caractérielles typiques de Reich ni d'Ilowen parce qu'il y avait des obstacles, des désaccords par rapport à ces structures-là. Brown a seulement défini 3 types de structures, ce qu'il appelle les précocement blessés, et ce qu'il appelle les sous-enracinés et les surenracinés. C'est-à-dire que il faut prendre alors un concept qui vient de la psychosynthèse de Boisdel, et c'est le concept des 3 feuillets embryonnaires. Vous savez que dans le développement de l'embryon, il y a 3, initialement il n'y en a pas 3, mais à un moment donné, il y a 3 feuillets. Donc il y a le feuillet endodermique, le feuillet mésodermique et le feuillet ectodermique. Et donc, selon la période où il y a eu un trauma, mais pas forcément un trauma, mais aussi comment dire, un message hormonal qui a perturbé l'enfant, il y a certains de ces 3 feuillets qui commencent à ne pas recevoir suffisamment d'énergie. Je vous fais un exemple. Donc, si on parle d'une personne précocement blessée, donc cette personne-là a reçu pendant la période prénatale des vagues hormonales qui viennent de la mère, selon ce qui se passe pour la mère, qui ont un peu perturbé son équilibre. Et ça fait que ça développe ce qu'on appelle une cuirasse ectodermique. C'est-à-dire que le feuillet ectodermique va recevoir la plupart de l'énergie. Et donc, les 2 autres feuillets, ils restent un peu en deuxième plan. Ils ne reçoivent pas la même énergie. Ça fait que dans le développement de l'enfant et puis de l'adulte, toutes les parties qui naissent du feuillet ectodermique vont être les parties plus chargées et les autres vont être les parties moins chargées. Dans cet exemple-là, par exemple, si la personne a une cuirasse ectodermique, eh bien, ça sera surtout le système nerveux central qui sera bien chargé. Et ça fait que la personne développera une grande capacité mentale, cognitive, mais ça sera un peu détaché, par exemple, des organes internes qui viennent prévalentement du feuillet endodermique et la structure musculaire et osseuse qui vient du feuillet mésodermique. Donc, selon ce qui se passe dans le développement, on définit ces 3 types caractériels. Et soit ces 3 types caractériels, ils ont un équilibre de ces 4 centres qui est différent. Et donc, bon, là, c'est un peu compliqué d'entrer là-dedans, mais l'idée, c'est reconnaître avec l'expérience, mais aussi avec des essais de contact, quel est le type caractériel et donc quelles sont les zones où on a besoin de donner du contact nutritif ou du contact catalytique. Alors là, je vais juste vous montrer, ça c'est les bras. Est-ce que vous voyez le corps ici et les ganglions? Donc, en fait, ça c'est les ganglions principaux du système nerveux autonome et qui correspondent plus ou moins aux 4 centres de Brown. Donc, ici en bas, je ne sais pas si vous voyez mon curseur qui bouge. Oui. Vous le voyez? Oui, oui, Ah, parfait. oui. OK. Donc, vous voyez, il y a des ganglions sacrales, donc les ganglions les plus bas, qui sont plutôt en parallèle avec ce qu'on disait par rapport à le centre qui s'appelle Hara. Et en même temps,
il y a les ganglions postérieurs qui ont affaire avec la structure du guerrier. Et même chose, ici, vers le haut, il y a les ganglions cœliaques et mésentériques qui correspondent plus ou moins à la structure de l'éros, donc le centre éros de la partie antérieure supérieure. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des liens, même si les 4 centres ne sont pas des entités anatomiques, donc ça ne correspond pas forcément à des parties anatomiques, mais il y a quand même des correspondances au niveau du système nerveux autonome. Ça, c'est les browns, mais je ne voulais pas vous montrer les browns, je voulais vous montrer encore quelques images de travail nutritif. Donc, je vais aller un peu en arrière. Voilà. Voilà. Alors, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un contact au niveau de la nuque et au niveau du dos, du bas du dos, et un contact au niveau de la poitrine. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est de mettre en contact les différents centres du corps. Là, le Malcolm Brown, il donne un contact avec la main droite au centre qui s'appelle guerrier et avec la main gauche au centre qui s'appelle Eros. Donc, l'idée, c'est de créer un lien entre les deux. Et ce contact-là peut durer longtemps, c'est-à-dire plusieurs minutes. C'est un contact sans mouvement, donc c'est un contact nutritif, ça veut dire il y a juste la main qui est posée et qui fait une légère pression, mais il n'y a pas plus que ça. Et en même temps, Catherine, donc l'autre thérapeute, il tient la nuque, il donne un contact aussi nutritif sur la nuque. Et ce contact nutritif à la nuque sert en quelque sorte à permettre d'entrer un peu plus en profondeur avec soi. Donc, laisser un peu à côté la partie mentale en essayant de mettre l'attention et la perception sur les parties plus bas. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors ça. C'est des pratiques qui se font avec 2 thérapeutes? Pardon? Ce sont des pratiques qui se font avec 2 thérapeutes. 2 thérapeutes? Les images que tu as vues avant, oui. On n'est pas obligé d'être. L'image que vous voyez maintenant, c'est avec une seule thérapeute. Évidemment, comme je disais avant, il y a des techniques, il y a des contacts qu'on peut donner si on est à 2 et d'autres qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser quand on est tout seul. Soit parce que ce n'est pas possible, soit parce qu'il y a une dimension d'intimité qu'il faut respecter. Donc, par exemple, quand on a des groupes de thérapie, des fois on travaille avec 2 thérapeutes et alors là, on peut utiliser ces techniques-là. Dans ce cas-là, par exemple, il y a un seul thérapeute. Vous voyez, le contact, il est entre la partie antérieure supérieure du patient et la partie antérieure supérieure du thérapeute. Est-ce que le patient, la patiente reçoit de manière complètement passive? Rien est demandé au patient de faire penser, de se focaliser sur… Dépend. Normalement, donc l'idée, c'est d'utiliser une technique non directive. C'est-à-dire que le thérapeute propose des contacts et après, c'est la personne qui reçoit le contact qui va décider si le contact est acceptable, si le contact n'est pas bien, et aussi, et là évidemment, la possibilité de prendre des initiatives et donc de choisir ce que pour elle est mieux. Tu vois? Donc, par exemple, dans le contact que vous avez vu, vous voyez le contact à nouveau de la thérapeute avec la patiente. Et donc là, évidemment, il y a ce contact-là qui est un contact très intime. Probablement, ce contact-là arrive après une réaction émotive du patient. Et donc, l'idée, c'est de communiquer
avec les parties antérieures supérieures, qui sont les parties de l'empathie et de la relation avec l'autre profonde, eh bien, de communiquer comment dire, un message qui dit tu peux te laisser aller, tu peux te permettre et tu peux voilà, être dans mes bras, tu vois. Mais évidemment, la personne peut réagir en beaucoup de manières différentes. Ça dépend. Je crois que si tu arrives à cette position, normalement, c'est parce que tu as senti que la personne peut accepter ça. Parce que toute l'expérience du travail, c'est savoir ce que tu penses que la personne peut accepter et qui ne peut pas accepter. Évidemment, ça, c'est seulement une hypothèse que tu vas vérifier du moment que tu donnes le contact. Où là, tu peux voir si cette hypothèse que tu as faite est correcte ou pas. Alors, je vais répondre à une question. Donc, le contact est en quelque sorte déconnecté de l'aspect émotif. Les serrer dans les bras représentent l'amour, l'affection, la relation continuative. Donc, il n'est pas déconnecté. Justement, l'idée, c'est de reconnaître ces parties-là. Donc, la question, c'est si le contact est déconnecté de l'aspect émotif. Eh bien, le contact a justement la fonction de réactiver cette partie émotive. Donc, on donne un contact nutritif sur des zones qui sont un peu abandonnées. Et donc, s'ils sont abandonnés, on n'a plus le contact émotif avec cette zone-là. Justement, le contact sert à activer cette énergie, la faire retourner dans ces zones-là qui étaient un peu abandonnées. Je te posais une question à ce propos-là. Oui. Parce que s'il y a une coupure à l'intérieur du patient, Oui. est-ce que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que s'il y a une coupure à l'intérieur, j'imagine que c'est la responsabilité et les capacités du patient même de réactiver la communication entre différentes parties qui sont quelque part insistées ou, comme tu as dit, insistées ou bien coupées. Ouais. Alors, si toi, en tant que thérapeute de l'extérieur, tu interviens pour faire une liaison entre des parties qui sont quelque part, on dit coupées, séparées, est-ce que ça ne devient pas un élément de dépendance du patient, du thérapeute? Parce que là, tu interviens sur la structure du patient sans mettre les patients dans les conditions, lui, de faire un lien entre ces parties qui sont un peu éloignées. Ouais. Première question. Deuxième question, est-ce que toutes ces interventions de l'extérieur ne peuvent pas porter à des risques de régression massive? Parce que le holding que j'ai vu dans les images, par exemple, ce sont de positions qui ont été proposées à des adultes, c'était des adultes dans les images, mais qui sont en fait des propositions que les enfants pourraient bien... Enfin, mon impression, c'était vraiment une holding d'un parent, d'une maman, d'un père vers l'enfant, mais un enfant très petit. Donc, si on propose ça à un adulte, est-ce que ça va avoir un risque de régression massive de 1 et un risque de 2 de forte déresponsabilisation du patient par rapport à son fonctionnement à lui? Oui, je comprends très bien. Au lieu de dire que quelqu'un de l'extérieur puisse avoir la responsabilité de se mise en lien, de pouvoir dire comment vous pouvez vous prendre en main vous-même, comment vous pouvez vous accueillir et vous prendre dans vos bras
dans l'exemple de ton dessin, Ouais. comment est-ce que vous pouvez prendre dans vos bras vous-même pour vous soutenir? Bien sûr. Donc là, c'est en fait renvoyer le patient à sa responsabilité, la responsabilité que lui, il a envers ce nœud d'énergie, comment il crée le nœud d'énergie et comment donc lui-même peut le dissoudre quelque part. Ouais. Et donc, ça, je ne comprends pas. C'est un peu, pour moi, difficile à comprendre parce que s'il y a un nœud énergétique à l'intérieur de moi, s'il y a quelqu'un même qui me touche ici et là, mais c'est extérieur, et donc la rupture ou l'absence de communication à mon intérieur ne se rétablit pas parce que le moment où le thérapeute ou l'autre s'en va, moi, je reste dans la coupure là. Au Ouais. lieu de travailler exactement sur comment fluidifier mes nœuds énergétiques, Ouais. ou les points où les énergies se bloquent, s'insistent, se crispent, et donc comment le rendre fluide, mais moi à l'intérieur. Ouais. Où le thérapeute peut me dire, ah tiens madame, qu'est-ce que vous faites là? Alors c'est moi qui observe moi-même. Tout se passe ici en moi. Comme patient, pour être simple. Oui, je viens. Donc, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, cette idée que tu proposes, que le thérapeute fait un lien externe. Mais ça se passe quoi à l'extérieur? Ça se passe, enfin, si les nœuds, c'est à l'intérieur, c'est moi qui ai la responsabilité de se faire. Bien sûr. Et donc, je vois qu'il y a deux risques. De forte régression, d'induire une régression massive qui peut effectivement comporter des problèmes, surtout s'il y a des gens qui ont des traits psychotiques. Et de deux, le problème de la responsabilité du patient envers soi. Je vais te répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. Ben, je vais commencer par répondre. Après, évidemment, les autres sont bienvenus. Mais je pense que c'est une question importante pour répondre. Donc, je voudrais te répondre. Alors, moi, je pense que la question, c'est très ample parce que, en fait, tu parles justement de ce thème-là et qui concerne en général la psychothérapie corporelle. Parce que la psychothérapie corporelle agit sur le corps. Et donc, évidemment, elle agit de l'extérieur. Donc, le thème, c'est, ça a du sens d'utiliser la thérapie psychocorporelle ou pas seulement le verbal, par exemple. Je vais revenir à cette question, mais je veux partir par la première question. Quand tu dis, il y a le risque d'une forte régression. Et je suis d'accord. Cette image-là, en fait, c'est pas une image, c'est pas un contact qui est proposé, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si une personne vit une forte régression, elle a besoin d'être contenue, justement comme un enfant est contenu par le parent. Donc, cette image-là ne correspond pas à un contact qui est proposé, mais à un contact qui sert à aider une personne qui est en régression à revenir, donc à rétablir un peu d'équilibre dans soi. Ce n'est pas quelque chose qui vient proposer comme ça, justement parce que c'est trop fort. Mais pour répondre à toi sur l'autre question, qui est une question qui met en discussion le travail en fait corporel. Et tu as raison, je crois que du moment qu'on donne un contact de l'extérieur, forcément, on crée un peu de dépendance du patient. Parce que, comme tu as dit, par exemple, on crée un lien entre deux parties du corps qui ont un blocage énergétique entre les deux qui ne laissent pas communiquer. Donc, bien sûr que le patient a la responsabilité, mais l'idée de ce contact-là, c'est de justement réactiver les capacités du patient de remettre l'énergie en cours. Parce que ce contact-là, quand on donne un contact comme ça, on n'a pas des mains de magicien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet extérieur, sinon celui de réactiver de l'intérieur. C'est un peu comme si la main
réveille une partie qui est endormie et la réveille et la réactive. Donc après, c'est la personne même qui fait son travail. C'est un peu comme la parole dans le travail verbal. La parole dans le travail verbal, c'est aussi un contact. C'est un contact pas physique, mais c'est, comment dire, aussi l'intrusion de quelqu'un de l'extérieur qui, en quelque sorte, aide la personne. Donc, il y a un moment où la responsabilité de la personne est aussi un peu sur le thérapeute, même s'il n'y a pas un contact physique. Donc, évidemment, je trouve qu'il y a une période de dépendance qui fait partie de la thérapie. Mais le but, c'est justement une fois que ces parties-là sont réactivées, eh bien, c'est la responsabilité du patient qui fait qu'en quelque sorte, ce patient réactive ses courants, ses contacts entre les parties, et après, évidemment, c'est à lui de décider quoi faire de tout ça. C'est un peu la même chose aussi dans le travail corporel, hein, c'est la même responsabilité. Évidemment, il y a un risque de dépendance, même seulement dans la thérapie verbale. Ça dépend de comment on l'utilise. Par exemple, il y a toute la période du premier stade de la bioénergie de Lowen qui crée des positions stressantes qui servaient à déclencher des réactions très fortes. Et en fait, c'était un mécanisme de charge et décharge qui donne une sensation de relaxement après. Donc, la personne se sentait bien déchargée, mais ça devenait une sorte de répétition nécessaire. Ça devenait un peu une dépendance de ce mécanisme-là et qui, en fait, ne permet pas à la personne vraiment de se développer. Donc, l'idée, c'est justement de donner un contact le minimum possible pour ne pas être trop intrusif. Et c'est là toute la difficulté, c'est là tout le thème de l'expérience aussi pour pouvoir le faire. Oui, j'aurais une question, Fabrizio. Je me demande si on se place du côté de la circularité, un peu dans l'idée que les thérapeutes aussi se mouillent dans la relation thérapeutique, hein. Ils se laissent, selon la deuxième cybernétique, ils se laissent aussi un peu toucher, un peu, entre guillemets, contaminés par le patient. Je me demande si, dans cette approche aussi, n'y aurait-il un peu de l'interdépendance et que donc, dans le contact, il y a aussi quelque chose qui s'active ou qui se mobilise chez le thérapeute et qui se co-construit avec le patient. C'est un peu ça ma question. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle le contre-transfert corporel et qui concerne le thérapeute, évidemment, et qui a besoin d'être bien connu pour différencier ce qu'on reçoit du patient, donc la réaction de notre corps qui vient du message du patient et la réaction de notre corps qui a à faire avec notre contre-transfert, donc notre histoire qui n'est pas bien comment dire, gérée. Donc, il y a la possibilité, évidemment, d'un contre-transfert corporel du thérapeute et c'est important de reconnaître la différence entre ça et plutôt une réaction qui vient directement du patient comme de la... comment ça s'appelle? Je ne sais plus le mot. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on aperçoit, mais qui concerne le patient et pas le thérapeute. Je vais faire un exemple très clair. Si je donne un contact à un patient et j'ai une réaction sexuelle, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir déjà travaillé. Parce que si c'est ce cas-là, c'est-à-dire que le contact est trop invasif pour le thérapeute. Donc, évidemment, ce contact-là est à éviter. Je ne sais pas si c'est ça la réponse, mais
la question, c'est évidemment, on est le plus de contact. On a dit qu'il y a un contact aussi dans le verbal, mais le plus de contact on donne, donc dans ce cas-là, le contact physique, et le plus on a besoin de connaître ses propres réactions au contre-transfert. Donc, il y a bien ce risque-là, et c'est pour ça qu'il faut connaître bien ses réactions et sa structure caractérielle pour essayer d'éviter des situations de ce genre-là. Est-ce que je t'ai répondu? Oui, oui, je me demandais aussi si on pouvait parler d'interdépendance, pas que en termes de risque, tu vois, mais comme vraiment un véritable travail de co-construction où, alors je comprends l'objectif de réactiver des zones énergétiques qui sont mobilisées, mais je me demandais si on peut avoir l'idée d'une interdépendance qui modifie un peu des schémas et qui fait que aussi l'énergie, peut-être, comme la pensée, hein, les schémas de pensée d'un thérapeute peuvent être touchés ou modifiés à certains moments hein, par des éléments de surprise, par exemple, mais si ça peut arriver qu'il y ait aussi de rééquilibrations qui se font dans la psychothérapie organismique. C'était plutôt ça. Je ne voyais pas que l'idée du risque que tu touches, hein, bien évidemment, et que j'entends très bien par rapport à un travail sur soi-même suffisamment approfondi. Oui. Voilà. Mais, moi, je pense qu'on ne peut pas éviter l'interdépendance, même dans le travail uniquement verbal. Donc, je crois que ce que tu parles d'une co-construction, ça fait partie de la thérapie en général, surtout la thérapie qui est centrée sur la relation. Et donc, moi, je pense que comme dans les autres thérapies centrées sur la relation, c'est inévitable, ce codépendance. Il faut la connaître et la gérer, mais je ne crois pas que, sauf voilà, si c'est un travail, comment dire, de psychanalyse où on essaie de ne pas être concerné, de ne pas être centré sur la relation, mais alors là, c'est différent. Mais voilà, c'est une thérapie de relation, donc cette co-construction est même, je dirais, centrale dans le travail. Ça devient outil de travail même dans la thérapie organismique. C'est ça, c'est ça. Merci. Fabrizio, est-ce que tu peux dire un mot sur les formations de l'année prochaine dont tu as écrit Donc, oui, donc il y aura un stage qui est proposé, un stage de 3 jours qui est proposé en mai. L'idée, c'est de l'ouvrir surtout à des personnes, mon idée initiale, c'est de l'ouvrir à des personnes qui travaillent déjà, donc qui ont des expériences cliniques pour pouvoir faire un travail qui est centré sur la clinique. Et donc, c'est 3 jours de travail théorique expérientiel où l'idée, c'est de mettre en jeu toutes ces techniques et de commencer à reconnaître les structures caractérielles et faire des expériences de contact sur les différentes zones du corps selon l'idée des 4 centres. Donc ça, c'est une chose. C'est ces 3 jours qui sont en mai à Dijon, parce que les formations se tiennent à Dijon. Et puis, à partir de septembre de l'année prochaine, l'idée, c'est de faire une formation qui a une durée d'1 année. Ça sera 6 week-ends tous les 2 mois pour commencer à entrer un peu plus dans le détail de cette technique. Donc, il y aura des parties où sont prévues des séances dans le centre du groupe. Donc, des séances, pas de personnes extérieures, mais les participants même qui se mettent en position de patient ou en position de thérapeute. Donc, il y a des séances initiales où les conducteurs vont faire des séances sur les participants au centre du groupe pour montrer quel est le travail.
Et puis, avec le temps, ça sera proposé évidemment en diade ou après dans le centre aussi aux personnes en formation de expérimenter ce type de travail en séance thérapeutique. Donc, ça, c'est les deux propositions. Et Merci. elles sont ouvertes à des thérapeutes, à des psychopraticiens qui ont déjà des expériences cliniques. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question, Fabrizio. D'abord, merci parce que c'était vraiment très intéressant ce que tu as partagé avec nous. Et personnellement, moi je vois pas mal de liens avec des recherches récentes en neurobiologie, dans tout ce qui est dans le circuit de résonance, la théorie de Porges. Enfin, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, ouais. J'ai deux questions, je ne sais pas si tu pourras y répondre. La première, c'est si on a des clients qu'on pense qui pourraient être particulièrement aidés par cette approche, est-ce que tu as des pros et des contre? Tu dis des gens, bon voilà, ça c'est vraiment le genre de client qui va être aidé avec ça, et ça par contre, pas du tout. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est peut-être une question mais je me demandais, l'approche de postural integration, est-ce que c'est très proche de ce que tu fais ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Donc, je commence par la dernière parce que je ne connais pas vraiment la postural integration. J'ai fait quelques séances il y a très longtemps, mais je ne la connais pas assez. Je sais qu'il y a un lien entre le travail corporel et l'aspect émotif, mais c'est tout ce que je sais. Donc, je ne peux pas te répondre à ça. Okay. Mais je ne peux pas dire que ça se ressemble, justement, parce que je ne la connais pas. Okay. Et sur les personnes adaptées ou pas à ce type de travail. Oui, quel genre de structure est-ce que tu dirais, bon, voilà, ça c'est vraiment une structure pour qui c'est très intéressant et une autre où tu dis non, non. Il y a des structures très fragiles avec lesquelles, par exemple, j'attends beaucoup de temps avant de proposer un travail de contact. Il y a des personnes qui sont précocement blessées avec lesquelles je passe aussi plus d'un an avant de proposer un contact. D'accord, donc tu vas d'abord travailler en psychothérapie verbale et ouais. D'accord, ok. Ou je peux travailler au niveau corporel, mais plutôt à travers comment dire, des propositions de posture, des propositions d'attention à la respiration, voilà. Comme on peut faire en psychothérapie, en gestalt aussi. Voilà, quelque chose qui ne passe pas à travers le contact physique. Et puis, évidemment, ça dépend de l'évolution, mais le plus la personne a des, comment dire, des confini, des limites qui sont trop fragiles, eh bien, le plus c'est facile qu'elles soient envahissées. Donc, évidemment, il faut évaluer ça. Et il y a des personnes avec lesquelles je ne fais pas du tout de contact. Je ne donne pas du tout de contact. Ok. Donc, ce n'est pas a priori, si j'envoie quelqu'un vers toi, que tu vas faire un travail corporel. Non, non. Ok, non, clair. non. Merci. Merci. Oui. Ou par exemple, il y a des personnes avec lesquelles je peux donner seulement un contact. Par exemple, les zones les plus cuirassées sont les zones moins à risque. C'est les zones où les personnes sont le plus costauds. Et donc, sur une personne fragile, on peut par exemple donner un contact sur une zone cuirassée et se limiter à ça, sans aller vers des zones qui sont trop fragiles. Par exemple, souvent, il y a la cuirasse mentale. Donc, souvent, pour commencer, on peut donner un contact jusqu'à la tête, juste derrière la tête, et voir qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, ça dépend des situations, mais c'est vraiment un travail à faire avec grande progressivité. Les images que vous avez vues, vous devez compter que c'est des images des Browns qui travaillaient à deux avec des patients qui suivaient depuis très longtemps. Et c'est des images qui peut-être ne donnent pas vraiment l'idée du travail qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, les personnes étaient en sous-vêtements aussi, donc
C'était toute une autre période. Ok, Voilà. merci. Merci. Est-ce que pendant la phase où tu parles uniquement sans contact physique, est-ce que tu travailles aussi sur leur relation avec leur corps, sans le toucher, disons, Je n'ai pas compris. La relation? entre la personne, le patient et son corps? Oui, 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 absolument. Mais ça, c'est tout un travail de perception qu'on peut faire même sans contact. Exact, c'est ça ma question. Bien Est-ce sûr. que pendant la phase des sans contact, est-ce que de toute façon, tu as un œil sur la relation entre la personne et son corps? Bien sûr. Bien sûr. Et donc, toutes les perceptions, les sensations et les émotions qui surgissent. Et ça peut être déjà un grand travail. Ça peut être déjà un grand travail, celui-là, sans aller avec le contact. Absolument. Et aussi, ce que je ressens moi dans mon corps, si une personne, par exemple, simplement bloque la respiration, je peux sentir ce bloc aussi dans moi des fois. Et donc, je peux dire, moi, je ressens ça, est-ce que ça t'appartient aussi? Donc, travailler à ce niveau-là de perception aussi dans la relation. OK, merci. Eh bien, normalement, on a fini. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y en a d'autres, bien sûr qu'on peut continuer, mais voilà. Autrement, je vais vous saluer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Donc, Il y a des remerciements.